3 nuits et 3 jours, ils vont vivre le plus réaliste des jeux de rôle. Le Grandeur Nature. Allez, maintenant, jouez! Les chapitres précédents nous ont permis de nous familiariser avec l'organisation et la mise en place des principaux éléments constitutifs du jeu de rôle Grandeur Nature, les Chroniques d'Askandor. Le site est trouvé, le terrain de jeu délimité avec ses points stratégiques et les camps des joueurs. Un scénario est écrit pour mettre en œuvre les PNJ, personnages non joueurs, et les PJ, personnages joueurs. Mais comment choisit-on son personnage, son héros? Quelles sont ses compétences? Et comment évolue-t-il dans le jeu? Alors sur ce Genève Alliance, le personnage m'a été imposé. C'est-à-dire qu'on m'a appelé, l'organisateur Christophe m'a appelé, il m'a dit « Ah, j'ai un personnage pour toi », donc il m'a présenté. Et après, donc, à la description, il était intéressant, donc je l'ai accepté. Il m'a aussi choisi le nom. Donc Arbitrama, tant que faire, autant faire un paquet complet. Mais c'est vrai qu'habituellement, on a beaucoup plus de latitude à choisir ce qu'on veut faire. Déjà, ce que je voulais faire, c'était jouer chez les elfes. Donc on m'a proposé deux rôles que l'orga elfe m'avait proposé, et j'y avais été avec un ami, quoi, moi. Donc on était deux pour deux postes. Il y avait le prince des elfes, qui était assez curieux, et le mystique des elfes. Donc normalement j'aurais dû jouer le prince, parce que j'étais peut-être plus grand, plus expérimenté en GN que mon pote. Et en fin de compte, on a préféré faire l'inverse, parce que on a préféré faire jouer un nouveau joueur pour le prince des elfes, parce que c'était un prince un peu bidon, et qui était surnommé le prince des tavernes. Donc il fallait limite qu'il soit incontrôlable. Et il n'y a rien de mieux qu'un joueur qui ne sait pas très bien jouer. Un mec qui a peur un petit peu de tout faire et qui sait pas trop, qui est un peu paumé dans l'intrigue. Et donc on s'est servi de sa propre personnalité, en fin de compte, pour faire jouer ce personnage du prince. Mon personnage est une demi-elfe, donc c'est pas moi qui ai choisi la race ni le métier de mon personnage, voilà. Donc, mais il me convient tout à fait. Eric, donc c'est l'organisateur. Disons que pour nous, pour l'Arcanium, Eric, c'est celui qui a créé nos personnages, qui a donc fait la trame du jeu, notre background, quoi. Et donc tout passe par lui au niveau de nos objectifs, de ce qu'on va posséder en jeu, etc. C'est lui qui a tout créé de toutes pièces, quoi. Le choix d'un personnage dépend de l'univers créé par les scénaristes. Mais chaque joueur, ensuite, peut décider du clan dans lequel il désire évoluer et choisir son type de personnage selon un certain nombre de caractéristiques prédéfinies. Je suis Vaclu de Tilandar, général de l'armée de Selnark, envoyé spécial du Hiérophante, à la tête de la délégation de Selnark s'y présente. Je suis Félicité de Sorcha, d'Amidiva. Idiva, c'est donc la race dont je fais partie. Il s'agit des félins, donc, comme vous pouvez le constater. Et je fais donc partie de l'Alliance humanoïde. Je suis la princesse du petit peuple. Moi, la morquette. Conan Loy, je suis chef enquêteur du FBI. Alors
Alors moi j'étais Achille le forgeron et j'étais indépendant, j'étais consultant à la table de l'Union. Chaque joueur possède la fiche de son héros. Elle comporte sa généalogie, ses principaux traits de caractère et l'éventail de ses compétences. Enfin, toutes les informations nécessaires à un aventurier digne de ce nom. Ça c'est mon personnage, c'est Draco. Il porte une armure de cuir, ce qui lui donne 2 points en plus pour résister à des assauts de ses ennemis. Là, donc, il a son arme, donc, qui est une arme qui se manie un peu comme un bâton, qui permet de frapper ses ennemis. Notamment quand il les frappe, il peut leur faire 1 à 2 points de dégâts, ça dépend. Et donc dans la petite pochette qui est juste derrière, il a notamment tous ses sorts. Donc les sorts qui lui permettent d'avoir des sorts offensifs, donc, pour pouvoir immobiliser des ennemis, pour pouvoir les faire parler, ou alors des sorts pour se métamorphoser ou autre. Le point particulier avec ce personnage, c'est qu'il peut se métamorphoser donc en humain, donc par exemple comme là, en portant une armure, ce qui donne quand même un sacré point d'entrée chez les autres peuples. Bon, bien sûr, comme la plupart des prêtres, il sait lire et écrire. Là, il a une compétence qui n'est pas vraiment symbolisée ni par une arme, ni par un objet, c'est la compétence d'histoire, de légende et de connaissance d'un culte. Donc là, c'est plus dans la tête. Le personnage d'un grandeur nature a donc des capacités qu'on pourrait dire innées, offertes au départ, et des compétences acquises par sa bravoure ou son astuce. Ainsi, certains joueurs, selon leur niveau, peuvent acquérir des pouvoirs très spécifiques. Par la toute puissance de Vorica et que les blessures de mes alliés soient soignées. 4. Allez, lève-toi. Par exemple, il y a des joueurs qui ont la compétence médecine. C'est pour soigner les fractures. Si en combat on s'est pris une fracture et qu'on a le membre brisé, il faut aller voir quelqu'un qui a la compétence médecine. Et pour symboliser le fait qu'on lui répare le bras, etc., on lui donne une fraise tagada. Voilà. C'est un objet alchimique. Il va y avoir une étiquette avec des runes, etc., qui va être automatiquement fixée à l'arme ou à l'objet, qui indiquera que cet objet est magique. Les potions, c'est pareil, il y a des papiers aussi avec, etc. Écrase une flèche, écrase une flèche. Un sablier. Donc 3 minutes. Après, en fonction de leurs compétences, ils peuvent avoir plus de résistance parce qu'ils se sont entraînés, ils ont fait beaucoup de musculation, ou alors parce qu'ils portent des armures, donc ils peuvent avoir beaucoup plus de points de résistance. Donc ensuite, ils ont des compétences pour pouvoir utiliser ou ne pas utiliser des armes. Donc ça peut être des armes, des bâtons, des épées, alors de toute taille, des haches, des marteaux, des arcs aussi, des arcs, des arbalètes. Si on le tape une fois à la jambe, une fois au bras et 3 fois au torse, il va tomber. Donc les points de vue, c'est quand même quelque chose de très immatériel puisque ça n'existe pas, on n'a pas de petits tickets comme quoi on a perdu ou pas un point de vie. Là c'est aux joueurs de savoir compter et décompter ses points de vie au fur et à mesure d'un combat. Si le joueur il meurt, on ne lui demande pas de partir du terrain. Ça, il en est hors de question. Il y a plusieurs alternatives en fonction des organisations. Déjà, il y a des systèmes de règles qui permettent de rejouer leur personnage, des systèmes de règles qui rendent difficile le fait d'éliminer définitivement un personnage. Mais lorsque ça arrive et qu'un personnage meurt, il vient voir un organisateur et on lui crée et on lui fait de suite un autre personnage ou on lui donne un autre rôle à interpréter. Donc soit il réintègre le jeu en tant que joueur, ou soit il rejoint les organisateurs pour jouer un PNJ. L'esthétique, le soin apporté aux costumes, aux masques, à la création des créatures fantastiques sont des éléments primordiaux pour la crédibilité du grandeur nature. C'est grâce à la précision de leur maquillage ou au dessin d'un costume que les joueurs parviendront à reconnaître rapidement l'appartenance aux différents clans.
Personnellement, j'essaye de faire des aquarelles à chaque jeu parce que j'aime beaucoup ça et c'est un souvenir du jeu autre que la photo ou que le DVD. Par contre, nous, on fait des dessins de nos propres costumes, effectivement. Déjà pour savoir ce qu'on veut mettre. Hein. Toi, alors ça, c'est des esquisses sur lesquelles les organisateurs d'Avalon nous ont demandé de travailler pour un de leurs costumes. Donc ça va être, on va devoir le réaliser pour le jeu. Alors ça, c'est la première. Ça a l'air assez méchant. Ça, donc, c'est pareil, des grandes épaulettes, une grande cape. Là, une autre version. Ce que eux décident de choisir. Oui. Et puis finalement, ça. Voilà, au niveau le problème des masques, en fait, c'est de les supporter, surtout durant tout un jeu de rôle, avec la chaleur, le fait de courir, tout ça, on a très vite chaud puisque c'est du latex et on respire pas bien dessus. Donc, le compromis, ce sont les prothèses à latex qu'on utilise surtout pour les PNJ. Donc, on a la prothèse, on met une colle à postiche. Voilà, et on peut utiliser donc ça, et ça se supporte pendant plusieurs jours s'il le faut. On travaille à partir de dessins. Ils nous envoient des dessins, des descriptions plus ou moins précises. Après, c'est notre travail artistique de valoriser le produit, quoi. Il faut que la personne soit fière de le porter. Donc on va essayer de faire au mieux. Moi je suis tombé amoureux de la photo sur le site et j'ai demandé la même. Elle a été appelée armure modèle chaotique. Mais c'est surtout pour avoir l'aspect méchant, c'est surtout les crânes que j'aime bien, quoi. Enfin, j'ai un homme aussi avec un crâne qui descend. J'ai une épée longue avec un crâne sur le pommeau. Et le bas, t'as rien? Le bas, c'est l'année prochaine, quoi. Là c'est un pantalon de kimono qui fait, parce qu'il fait large. J'avais un pantalon fourreux, mais il commence à se faire vieux. L'argent dans le monde d'Ascandor. Donc la monnaie d'Ascandor s'appelle l'Avalon, le petit clin d'œil, forcément. Et là c'est le parallèle typique de notre monde contemporain. C'est que ça sert absolument à tout. Acheter des informations, s'acheter à manger, s'acheter à boire. Acheter des objets magiques, investir dans des projets, dans des constructions de bâtiments, acheter des armées, payer des gens pour du mercenariat, ça sert absolument à tout l'argent, à tout. Les joueurs, ils ont tous une certaine somme d'argent qui est fixée en fonction de leur personnage, c'est-à-dire qu'un noble très réputé va avoir beaucoup plus de richesse et on va lui donner beaucoup plus d'argent qu'au simple brigand qui justement lui est obligé de rapiner pour pouvoir au moins se payer son verre à l'auberge. Ça, et on distribue cet argent-là dès le départ. Parce qu'effectivement, dans les jeux de rôle sur table, au début, il y avait ces histoires de niveaux, et puis il fallait gagner les niveaux, et c'est comme dans les jeux vidéo aujourd'hui, les gens ils sont en quête de leur niveau, et ça gâche un peu le jeu aussi. Enfin, ça c'est mon point de vue, c'est que les gens, s'ils pensent je veux être plus fort, ils ne pensent pas à jouer leur personnage, ils sont plus théâtraux, ils sont winners, quoi. Mon personnage, oui, évolue donc à chaque aventure, c'est-à-dire que selon les objectifs qui nous sont donnés en tant que personnage, si on les réussit, si on fait un roleplay qui est bon, c'est-à-dire qu'on est à l'aise dans son personnage, on gagne des points d'expérience chaque année. Alors non, c'est des points qui vont être répartis sur les compétences du personnage. C'est-à-dire qu'au fil des ans, le personnage, avec ses points, va acquérir de nouvelles compétences qu'il va pouvoir utiliser donc l'année suivante. Il y a des scénarios one-shot où les gens savent très bien qu'ils ne joueront pas à nouveau le personnage. Donc lorsque ils jouent le personnage une seule fois, ils ne vont pas du tout se soucier de son futur et ils vont se donner à fond dans son interprétation, quitte à disparaître à la fin ou à tomber dans l'échelle sociale parce que c'est le fun. Si on joue pour être plus fort sans fin,
on perd, à mon sens, l'intérêt du jeu qui est le scénario, qui est l'échange entre joueurs. J'aime bien les personnages que je joue qu'une fois, et après je passe à autre chose. Maintenant, si je peux le rejouer une année d'après ou 2 ans après, un personnage que j'ai déjà joué, pourquoi pas. Mais je recherche pas cette quête à l'expérience. Déjà, c'est pas très sain, parce que un personnage qui a 5-6 GN d'affilée, un personnage, je dis pas un joueur, un personnage qui a 5-6 GN d'affilée, il a beaucoup d'expérience, il fait plein de choses, il est très puissant. Le problème, c'est qu'il a les pétoches pendant 3 nuits de se faire assassiner. Et un personnage qui a 1 heure de jeu et qui est tout nouveau, s'il a en fin de compte des capacités de tuer un autre perso, et ça peut arriver très vite. Donc le gars devient un peu parano, il n'ose plus faire les choses, parce qu'il a peur de perdre son perso. Plus tu avances dans ton expérience, et plus tu as peur de le perdre. Le roleplay et le fair-play sont les maîtres mots du GN. Le roleplay, c'est la sincérité et l'intensité apportée par le joueur dans l'interprétation de son personnage. Le joueur doit non seulement revêtir l'apparence du personnage, mais intégrer et conserver sa manière de penser et d'agir pendant toute la durée du jeu. Y aurait-il point de médecin pour les braves qui ont risqué leur vie pour vous? Je suis sûr que vous préférerez une jolie médecin que... C'est possible, une jolie médecin! C'est bien ce que je pensais. D'aller au Wargame, et peut-être qu'après nous prendrons le temps de vous libérer de façon à avoir une discussion en tête à tête à ce sujet-là. Plus que partenaires, je pensais que nous étions des amis. Je comprends bien. Le fair-play, c'est le respect absolu des règles définies et des autres participants. Le fair-play conditionne le bon déroulement du jeu et le réalisme de l'histoire vécue. Parler de bons joueurs de jeux de rôle, c'est quelque chose qui est assez subjectif, puisque tout le monde n'a pas les mêmes goûts et les mêmes objectifs en participant. Ce qui est essentiel à mes yeux, c'est d'avoir du bon sens, puisque on demande à jouer un rôle qui va durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Il faut essayer de rester cohérent avec son personnage et avec le cadre dans lequel on se situe. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là. J'excelle pas toujours dans le roleplay, mais c'est vrai que c'est agréable de voir des joueurs qui savent avoir un côté très théâtral, on va dire. C'est agréable à regarder et à vivre, quoi. La journée n'est pas finie. Et les autres attaqueront. Cette fois-ci, elles ont bien failli gagner. Faisons en sorte d'apprendre de nos combats et de les repousser encore une fois plus tard. Nous reprendrons Jalan au nom des peuples d'Askandor. Cette ville appartiendra aux hommes! Dans le cadre, en plus de ça, si vous voulez, du jeu de rôle, grandeur nature, vous êtes identifié au sein de vos amis comme un plus ou moins bon, en général, joueur de jeu de rôle. La capacité que vous avez à vous exprimer, à jouer des rôles, traduit en général une forme de maîtrise sur ces interactions ludiques. Et vous pouvez, je dirais, devenir une sorte de professionnel, professionnel entre guillemets, mais une personnalité reconnue pour sa qualité à incarner tel ou tel rôle, sa capacité comme ça à se fondre dans la peau d'un autre. Je pense que si vous voulez, le fait de pouvoir comme ça jouer de façon reconnue tel ou tel personnage, le fait de pouvoir être considéré un peu comme un expert dans tel ou tel domaine est aussi très gratifiant, très valorisant au niveau de la construction identitaire. Et je pense que ce qui est très important, effectivement, aussi, c'est l'aspect socialisateur de ces pratiques du jeu de rôle grandeur nature. Les organisateurs ne se contentent pas, bien entendu, d'assurer la préparation et l'organisation du jeu en amont. Ils sont également présents sur le terrain pour jouer les PNJ, veiller au bon déroulement du jeu et arbitrer en cas de litige. Pour continuer sur la Dame Blanche, d'après ce que j'ai pu comprendre, la Nouvelle République s'est ralliée à l'Alliance humanoïde et ils essayent de retrouver toutes les poussières d'Orkiandre pour que Grashna puisse faire le rituel de digestion de Grom, récupérer la pétale d'Orkiandre
et l'utiliser pour faire le vœu d'éliminer la Dame Blanche. Alors apparemment, Draco, cet après-midi, ils m'ont dit qu'ils avaient toutes les pétales arcanes. Faut qu'ils en aient 15 quoi. Voilà, et ils le savent ça qu'il faut qu'ils en aient. Ouais. D'accord. Bon, bah, laisse-les jouer toi. D'accord, alors attendez de voir ce qui va se passer. Voilà, attendez de voir ce qui va se passer. Ça peut lui arriver de faire fonction d'arbitre dans les cas où on a un souci ou si on a une question à poser sur tel ou tel acte qu'on va avoir à faire. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut pas? Donc lui, il est là pour répondre à ça. Et il est là aussi pour superviser le groupe, c'est-à-dire quand on va avoir par exemple un rituel, quelque chose à accomplir, il faudra que nous, on contacte Eric et qu'ils viennent pour voir, pour être témoins, disons, des scènes qui a lieu. Ensuite, il nous donnera des points d'expérience. C'est lui qui va être chargé de ce travail-là, de voir si nous, on a vraiment bien joué, si le rôle a été assumé. Et dans ces cas-là, on gagnera plus ou moins de points d'expérience. Et c'est lui qui gère ce genre de choses ensuite. La réalité, si on prend une épée et qu'on va provoquer quelqu'un dans la rue et lui taper dessus, ça n'a pas le même effet au niveau social que si c'est dans un truc codifié où l'autre personnage sait qu'on est en train de jouer. N'empêche qu'on apprend à circonscrire son agressivité, par exemple. Je pense que c'est une bonne chose. Enfin, ça peut être une bonne chose dans la mesure, voilà, dans ce cadre-là, après on en ressort et ah tiens, oui, c'est vrai, je suis dans une situation de combat où, même si c'est un peu virtuel, je peux avoir un peu de cette agressivité, je la regarde en face. Ça peut être troublant, ça peut être... Mais moi je vois ça plutôt comme des choses de positif. Alors, en général, quand on endosse un rôle, il y a une grosse partie de soi-même, on va mettre une grosse partie de soi-même à l'intérieur. Donc le personnage, lorsqu'on commence le jeu de rôle grandeur nature, va réagir presque comme le joueur. Après, au fur et à mesure, le but c'est plus de jouer des rôles totalement différents, ou alors de jouer des rôles à contre-courant de ce que l'on est. Donc là-dessus, moi, ce qui me concerne, le personnage de Draco est assez différent de ce que je suis. Mais par certains côtés, on a toujours des choses très proches, des idées ou des idéaux proches, des choses comme ça. Je sais que quand je rentre dans le personnage, je suis le personnage. Donc s'il a un côté un petit peu peste, un petit peu curieux, un petit peu coléreux par moment, ou etc. Je veux dire, c'est pas parce que je joue ce rôle-là dans ma vie, dans Avalon que je suis forcément comme ça dans la vie quotidienne. Non, c'est plutôt un amusement de jouer un personnage comme ça et après on passe à autre chose, quoi. C'est vrai que j'aime beaucoup la nature, donc jouer un elfe c'est quand même assez proche de la nature, effectivement. Après j'aime beaucoup tout ce qui est magique, tout ce qui est rituel, ce genre de choses, donc effectivement le rôle de prêtresse ça m'amuse beaucoup, quoi. Je m'y complais, quoi. Encore vivant. Si vous avez une dernière volonté, les gars, c'est le moment. Donc il me semble, je dis que par rapport à des personnes qui aujourd'hui, dans une perspective politique, civique, n'ont pas forcément les moyens d'agir dans la vie de tous les jours, que ces univers des jeux de rôle peuvent aussi leur permettre, je dirais, de disserter sur le social, de remettre en cause un certain nombre de comportements politiques qui vont être symbolisés dans le jeu, au travers par exemple de l'existence d'un méchant despote. Alliance Valérine. Donc je pense, si vous voulez, que ce jeu est adapté au bout du compte aux idéaux de participation, de discussion, de dissertation presque sur le social d'une population d'étudiants, même si ça se fait le plus souvent par analogie, puisqu'effectivement les mondes dans lesquels les personnages évoluent sont des mondes moyenâgeux. Il n'y a pas de monde médiéval fantastique sans magie, et le jeu de rôle grandeur nature ne déroge pas à la règle. Nous ouvrirons donc le 4e chapitre sur les secrets de l'utilisation de la magie dans un GN. Nous entrerons également dans l'imaginaire de référence, celui de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Chapitre 3. Tu sauvegarderas.